Pour nous accompagner dans cette belle réflexion, nous allons recevoir Andréane Sabourin-Laflamme. Andréane est professeure de philosophie au Collège André-Laurando. Elle est candidate au doctorat à la faculté de droit de l'Université de Sherbrooke. Son projet de recherche porte sur le rôle de l'éthique et du droit dans l'encadrement normatif et de l'IA, évidemment. Elle est chercheuse collégiale à l'Obvia. Vous en avez entendu parler au début de notre conférence. Elle est également cofondatrice de LEN.IA, laboratoire d'éthique du numérique et de l'intelligence artificielle, et elle co-dirige plusieurs projets de recherche qui portent sur l'enseignement de l'éthique et de l'IA. Bien hâte de l'entendre sur ces thèmes. Andréane Sabourin-Laflamme, j'ai failli vous rebaptiser. Bienvenue. Très bien. Alors, bonjour tout le monde. Merci de votre présence cet après-midi. On fait compétition à une journée radieuse de printemps, donc on est d'autant plus privilégiés de vous avoir avec nous cet après-midi. Donc, merci beaucoup Sylvain pour cette incroyable introduction très, très claire sur les fondements, le fonctionnement aussi de l'intelligence artificielle. Ça va nous permettre vraiment de bâtir à partir de ça. Pour nous, ce que je propose en fait, c'est de s'intéresser aux enjeux éthiques spécifiques liés à l'utilisation de l'IA en enseignement supérieur. Donc, ce que je propose, c'est en fait de présenter différentes utilisations possibles de l'IA pour prendre un peu la mesure de la versatilité de ces outils-là dans nos utilisations. Puis ensuite, de prendre quelques enjeux éthiques dont il a été question un petit peu plus tôt, puis de faire un peu un gros plan sur, si on veut, la couleur que ces enjeux spécifiques-là prennent, mais dans le contexte donc de l'éducation ou de l'enseignement supérieur. Alors, peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet, on peut prendre un pas de recul, revenir en novembre 2022 pour prendre un peu la mesure de l'engouement qu'a suscité la mise en ligne de ChatGPT. Il faut savoir, puis là, vous voyez ici à l'écran, il y a en fait une impossibilité là, finalement de comparer la vitesse d'adhésion des utilisateurs à ChatGPT par rapport à d'autres plateformes ou d'autres applications en ligne. À titre d'exemple, ce que vous voyez ici, c'est que ça a pris 2 mois et demi à Instagram en 2010 pour atteindre le million d'utilisateurs, alors que ça a pris seulement 5 jours à ChatGPT pour atteindre ce seuil-là. 100 millions d'utilisateurs de ChatGPT en 2 mois. Et on estime qu'aujourd'hui, on est rendu à 400 millions d'utilisateurs actifs de ChatGPT dans le monde. Et ça, bien sûr, c'est en plus de toutes les autres applications qu'on utilise et qui font maintenant compétition à OpenAI à cet égard-là. On sait que beaucoup de gens dans la population l'utilisent pour le travail, pour faire des recherches, pour générer des idées, pour créer des présentations, etc. Mais on n'a pas beaucoup, en fait, encore d'informations sur l'utilisation chez les étudiants et aussi, en fait, dans la communauté académique en général. On sait par contre que l'utilisation dans la population en général est en croissance, c'est-à-dire qu'en 2023, on était à 25% des Canadiens qui l'utilisaient quotidiennement et on est monté là, en 2024 à 30%. Donc, une utilisation en croissance. Et ça, si on regarde l'ensemble de la population, mais si on regarde plus spécifiquement les différentes tranches d'âge des utilisateurs, donc ce qu'on peut s'apercevoir, en fait, sans surprise probablement, c'est que les jeunes connaissent et utilisent beaucoup plus ChatGPT que les personnes qui sont un peu plus âgées. Là, on voit qu'il y a une courbe vraiment nette à cet égard-là. Et donc, c'est particulièrement un constat intéressant dans un contexte donc éducatif où nos étudiants font partie des tranches d'âge les plus jeunes. On a maintenant au Québec, on n'a pas encore beaucoup de données sur l'utilisation de l'IA générative chez les étudiants, chez les enseignants, quoique on commence à en avoir de plus en plus. Ici, donc, on a une étude qui a été rédigée là, qui a été menée par Bruno Poilhubert, qui est professeur à l'Université de Montréal, et qui a conclu, en fait, que, donc, c'est une étude qui a été menée en 2023, donc déjà, vous savez, la recherche, c'est long,
Et donc, déjà, est-ce qu'on peut se demander si les données auraient changé? 62% des étudiants, donc ici, on a un bassin là, de 2407 étudiants de cégep université, mais 62% des étudiants l'utilisent, et il faut préciser, là, dans le cadre ici de leurs études. 30% l'ont déjà utilisé pour faire des travaux et 7% dans cette étude-là disent l'avoir utilisé pour faire un travail ou une évaluation à leur place. Donc ici, on parle évidemment de cas de plagiat. Maintenant, j'aimerais vous parler, tout à l'heure, il y a un collègue de chez vous qui s'appelle Didier Paclin qui est passé quelques minutes à l'instant. Et donc, j'aimerais vous dire que, en fait, à partir de... donc, c'est un projet qui a été mis en place il y a seulement quelques semaines. Et puis, Lise Langlois en parlait un petit peu plus tôt aujourd'hui. Donc, Didier Paclin a conçu un sondage que vous avez... En fait, vous avez peut-être déjà répondu à ce sondage ici à la faculté. Et moi et mon collègue Frédéric Bruno, donc au LENIA, au Laboratoire d'éthique du numérique et de l'IA, donc on a été mandatés par le pôle interordre de Montréal et l'OBVIA pour coordonner la passation d'un sondage dans différents établissements de la région montréalaise. Et donc là, pour l'instant, à ce jour, on a 3 universités montréalaises qui vont donc participer. Le sondage, en gros, on l'a adapté à quelques détails près. On l'a adapté aussi pour les cégeps parce qu'il y avait des éléments qui étaient un peu moins pertinents là, dans le cadre collégial. Mais donc 3 universités, l'UQAM, Concordia, les HEC, et 8 cégeps de la région montréalaise qui sont en train, là, à ce moment même, de passer les sondages. Et donc, ce qu'on prépare, nous, pour la journée du 18 juin, dont il a été question un peu plus tôt, c'est donc, en fait, une analyse sommaire de ces données-là qui vont permettre, en fait, d'avoir un portrait peut-être un peu plus détaillé de l'utilisation de l'utilisation de l'IA chez les professeurs, mais aussi chez les étudiants. Et donc, on pourra participer à cette journée-là. Donc, ce sont des enquêtes, hein, juste pour le dire, ce sont des enquêtes institutionnelles. Donc, ce n'est pas vraiment un projet de recherche en tant que tel, ce sont des enquêtes institutionnelles qui vont être agrégées finalement, dont les résultats vont être agrégés. Et donc, ça pourra possiblement contribuer à nous donner un meilleur portrait de l'utilisation de l'IA en enseignement supérieur. Maintenant, il faut dire peut-être, donc une fois ceci étant dit, que l'IA en enseignement supérieur était déjà présent avant ChatGPT. Donc, c'est quelque chose que peut-être on ne se rappelle pas assez souvent, mais on l'utilisait pour toutes sortes de choses. L'analyse des données éducatives, des systèmes de prédiction de réussite, je vais vous en parler un petit peu plus tard tout à l'heure. Pour l'admission aussi, plus controversée, mais ce sont des choses qui sont possibles et dans certains endroits aux États-Unis, donc c'était utilisé. Pour la correction, pour l'édition, pensez par exemple à des outils comme Grammarly, hein, qui existaient bien avant ChatGPT, la traduction, la gestion, mais il s'est passé réellement quelque chose de particulier avec ChatGPT, c'est que l'accessibilité à l'IA fait en sorte que la possibilité, le champ des possibles, en fait, s'élargit. Et donc, je vais vous présenter, évidemment, ça fait pas, là, c'est pas un résumé exhaustif de toutes les utilisations qu'on peut faire de l'IA en enseignement supérieur, mais ça donne une idée de l'ampleur du possible. Donc d'abord, certainement, puis c'est peut-être déjà votre cas, il y a beaucoup de professeurs, de chargés de cours, d'enseignants qui utilisent l'IA pour les aider à concevoir, à créer du contenu pédagogique, que ce soit pour générer des plans de cours, des plans de séance, des PowerPoint. On peut aussi générer des exercices, des questionnaires, des évaluations, des questions à réponse courte, des choix multiples. On peut l'utiliser pour générer des exemples, des illustrations dans l'actualité pour, par exemple, illustrer un concept complexe. Donc, toutes sortes d'utilisations comme ça. Une autre utilisation qui est aussi possible, qui est faite aussi de plus en plus, c'est la création de robots conversationnels personnalisés. Et là, ici, on a des enseignants, des professeurs qui pourraient, à partir de leur propre contenu de cours, leurs notes de cours, même les textes donc, qu'ils vont donner en lecture obligatoire aux étudiants, qui vont pouvoir générer, en fait, donc un agent conversationnel personnalisé pour ce cours-là. Un agent qui peut générer lui-même des questions pour les étudiants, générer des résumés, etc., puis qui peut possiblement être tout simplement rendu disponible aux étudiants qui peuvent l'utiliser, en fait, comme
un tuteur intelligent, interactif, auquel ils peuvent poser des questions à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Donc, c'est une utilisation de plus en plus aussi, je pense, fréquente. Sinon, il y a une panoplie d'applications plutôt spécifiques qui sont destinées à à des disciplines particulières. On le reconnaissez, le petit Hibou 3.0, disons, là, de Duolingo, qui utilise l'IA depuis un certain temps, mais comprenez bien ici que ça, c'est un exemple d'une application, mais qu'il y en a maintenant pour toutes sortes de disciplines. Donc, on pourrait en imaginer certainement une application comme ça en philosophie où, par exemple, on pourrait générer des discussions avec les étudiants, générer des questions personnalisées, adaptées à leur niveau de compréhension, etc. Donc, ce sont des choses qui sont tout à fait possibles et qui existent déjà sur le marché. Une autre utilisation qu'on peut faire de l'IA en enseignement supérieur, c'est pour faire ce qu'on pourrait appeler la rétroaction automatisée. Bon, des étudiants pourraient créer une réponse à une question d'examen, puis on lui donne un retour ou un feedback sur leur performance. Une autre utilisation qu'on peut faire de l'IA, c'est pour l'évaluation. Et là, vous voyez tout de suite que c'est quand même assez controversé, mais c'est possible, en fait. On pourrait imaginer très bien un professeur qui, à partir de son contenu de cours, à partir de ses critères de correction, on pourrait même fournir à l'agent conversationnel des informations sur la méthodologie, etc. On pourrait penser que c'est possible d'avoir une correction automatisée, c'est-à-dire que ce ne serait pas l'humain qui corrigerait une dissertation de philosophie ou le professeur, mais que ce travail-là pourrait être délégué à un agent conversationnel. Évidemment, c'est une des utilisations les plus controversées de l'IA en enseignement supérieur. Tout à l'heure, Sylvain parlait donc du projet, en fait, c'est qui n'est plus un projet, mais de la loi sur l'IA de l'Union européenne, qui est entrée en vigueur là, à la fin de l'été dernier, qui fonctionne justement comme une réglementation en fonction du niveau de risque que représentent différents usages. Donc, sachons-le, la correction automatisé par l'IA est considéré comme étant un des usages les plus, pas les plus, mais un usage à risque qui devrait donc être assujetti à toutes sortes de tests avant d'être mis en marché, le cas échéant, là, si c'est considéré comme étant donc acceptable. On peut penser aussi à toutes sortes de produits, comme je le disais tout à l'heure, spécialisés pour différentes disciplines aussi. Peut-être qu'une des raisons pour laquelle, donc, dans la liste d'utilisation à risque de systèmes d'intelligence artificielle, il y a la correction automatisée, c'est cet événement-ci, peut-être que vous en aviez entendu parler. Donc, on est au Royaume-Uni. Pendant la pandémie, les étudiants n'avaient pas accès à leur salle de classe pour faire leurs examens finaux. À ce moment-là, donc le gouvernement donc du Royaume-Uni, en fait, c'est le ministère de l'Éducation du Royaume-Uni, avait décidé d'utiliser un système d'intelligence artificielle pour attribuer automatiquement aux étudiants un résultat final pour qu'ils puissent graduer puis entrer à l'université ou je ne sais trop. Ce qui s'est produit, c'est que l'algorithme était conçu de manière à utiliser un point de données, entre autres, qui était lié à la performance historique des différents établissements d'enseignement. Et là, bien sûr, vous me voyez venir. Ce qui s'est passé, c'est que, en fait, les étudiants qui étaient inscrits dans des établissements d'enseignement qui performaient historiquement moins bien à ces évaluations-là, mais ils se sont vus attribuer des résultats proportionnellement beaucoup plus faibles que ceux qui fréquentaient des établissements d'enseignement plus performants. Et donc, évidemment, vous voyez là, à l'écran qu'il y a eu toutes sortes de manifestations, puis on a retiré là, de toute urgence là, les résultats attribués, mais assurément, donc ça a fait école, ce cas-là, et probablement que ça justifie le fait que la correction automatisée ou l'attribution de résultats automatisés est considérée donc comme un usage à haut risque. Je vais juste m'hydrater un petit peu. Donc, une autre utilisation qu'on peut faire de l'IA, c'est ce qui relève de l'enseignement adaptatif. Donc, c'est ce qu'on appelle le champ des learning analytics. Donc, on peut imaginer des systèmes en ligne, par exemple, qui pourraient mesurer
les résultats des étudiants, leur progrès, donc nous aider à effectuer un suivi individuel, un suivi continu, individuel ou de groupe. On pourrait imaginer qu'à partir de ces données-là, on puisse créer des parcours d'apprentissage personnalisés qui sont vraiment liés à la progression spécifique de chaque étudiant. Tout ce qui relève aussi là, du matériel pédagogique intelligent, également est aussi possible. L'IA en recherche aussi, hein, on en parlait un petit peu plus tôt, je pense que c'est important d'en parler parce qu'il y a toutes sortes d'utilisations qui sont de plus en plus fréquentes. D'abord, il y a maintenant des moteurs de recherche intelligents, peut-être que vous en utilisez déjà, c'est-à-dire donc au lieu de faire une recherche avec, donc via le site web de votre bibliothèque, mais vous avez un moteur de recherche intelligent où est-ce que vous pouvez tout simplement taper une phrase, donc un petit paragraphe, et on va vous sortir là, un certain nombre d'articles pertinents en lien avec votre sujet de recherche. Sinon, il y a des outils aussi maintenant qui sont spécifiquement dédiés à la recherche académique en enseignement supérieur, donc, et qui vont permettre ici de résumer des textes, d'analyser des articles complets, de retirer de la méthodologie les résultats, les thèses, etc. Il y a des liens interactifs pour aller chercher les références qui nous amènent directement au texte, donc qui sont dans la bibliographie, donc des documents interactifs avec lesquels on peut leur poser des questions. C'est déjà, je pense, quelque chose que les gens utilisent. Et il y a également des assistants, on pourrait les appeler comme ça, des assistants de recherche intelligents qui font un peu le même travail que ce dont je parlais il y a quelques instants, mais là qui permettent de comparer des articles entre eux automatiquement, de faire donc apparaître, par exemple, la différence entre des résultats et d'avoir une analyse agrégée, donc sans nécessairement avoir à faire la lecture entière du document, ce qui peut avoir des avantages, mais ce qui peut aussi être, peut-être, on va en reparler, un peu problématique dans un contexte d'apprentissage, hein, ou peut-être qu'il y a un travail qui n'est pas nécessairement fait puis qui contribue donc, au développement des connaissances puis au développement des compétences. Maintenant, du côté des étudiants, je pense que c'est très important de parler de donc, la variété des utilisations possibles. Beaucoup d'étudiants, et c'est ce qui est ressorti d'ailleurs donc, de la recherche de Bruno Polibert, utilisent l'IA dorénavant comme moteur de recherche. Donc, au lieu d'utiliser un moteur de recherche traditionnel comme tous ceux que vous connaissez, on va utiliser l'IA générative. Évidemment, ça pose des problèmes particulièrement compte tenu du fait que les résultats sont parfois le résultat de fabulation ou d'hallucination. Donc, dans un contexte académique où on est dans une situation, on pourrait dire, de vulnérabilité épistémique, on pourrait dire, on peut penser que c'est particulièrement préoccupant que ce soit l'utilisation principale. Mais on l'utilise aussi pour faire la synthèse, pour résumer. Donc, sachons-le. Les étudiants l'utilisent pour les aider ou pour déléguer la lecture obligatoire à faire dans les cours. On les utilise aussi pour faire des plans, des remue-ménages avant de commencer la rédaction d'un texte. On peut l'utiliser aussi comme compagnon d'études. Il y a des étudiants maintenant qui enregistrent leurs professeurs à leur insu, souvent, et qui vont automatiquement utiliser des systèmes qui vont faire la transcription donc du contenu du cours donc à partir de notes là, tout simplement, et qui vont utiliser ça comme matériel d'étude. Ils peuvent même se créer un robot conversationnel eux-mêmes à partir de cet outil-là. Donc, sachons que ce sont des choses qui existent déjà. Pour corriger, pour l'édition, ça on le sait. Puis pour rédiger, je pense que ça, évidemment, c'est une utilisation qu'on peut faire. Mais il y a toutes sortes d'utilisations qu'on peut faire dans la rédaction qui posent différents problèmes, hein. Dépendamment du degré d'utilisation, mais on pourra y revenir un peu plus tard, quand on parlera d'intégrité académique. On peut utiliser aussi l'IA en service à la vie étudiante, donc des agents conversationnels institutionnels, donc qui peuvent, par exemple, donner de l'information en temps réel aux étudiants sur le processus d'admission, les frais de scolarité, les dates limites pour soumettre tel ou tel document, les prêts et bourses, le logement. On voit un peu comme dans n'importe quel service à la clientèle apparaître ce type d'outils-là. On a aussi, et ça c'est un exemple réel qui existe dans le milieu collégial, donc des systèmes d'intelligence artificielle qui sont destinés
au soutien psychosocial des étudiants. Et donc, ils peuvent télécharger, ça c'est un système Ali qui existe déjà dans plusieurs cégeps du Québec. On télécharge, donc les étudiants téléchargent cette application-là sur leur téléphone, et quand ils ont des soucis à caractère psychosocial, donc vous voyez un peu là, à quoi ça peut ressembler, le type d'interaction. On peut avoir donc un soutien psychosocial. On nous assure que l'objectif n'est pas de remplacer les intervenants, mais d'orienter les étudiants vers ces ressources-là. C'est ce qu'on dit. Maintenant, bon, on peut voir un peu là, que les étudiants ont été plus ou moins emballés là, par le projet. Donc, il n'y a pas énormément là, de téléchargement, il faut le savoir. Sinon, une autre utilisation possible de l'IA en enseignement supérieur, c'est la prédiction de réussite. Donc, il y a déjà des projets pilotes qui existent dans plusieurs cégeps au Québec. Donc, c'est-à-dire qu'on a un système d'intelligence artificielle qui va, en fonction de certaines données en lien avec les premiers résultats des étudiants dans la session, identifier, l'objectif, c'est d'identifier les étudiants qui sont à risque d'échec ou à risque d'abandon. Et qu'est-ce qu'on veut faire avec ces prédictions-là? Bien, évidemment, l'objectif, c'est de les faire mentir. Est-ce qu'il y a des risques par rapport à l'utilisation de ce type de données-là? Certainement. La manière dont l'information est transmise à l'étudiant, à mon avis, pourrait avoir l'effet inverse, donc si c'est mal fait. Et donc, il faut... je pense qu'il faudrait encadrer ce type d'utilisation-là, mais tout de même, c'est quelque chose qui existe déjà. Donc, vous voyez ce genre d'interface-là là, qui permet donc, aux professionnels de la réussite d'avoir là, justement une alerte pour chaque étudiant à risque. Et le but, c'est de pouvoir leur offrir des outils, des ressources pour, encore une fois, faire mentir la prédiction, mais ça ressemble un peu à ça. Ça, je pense que c'est une utilisation qui est largement répandue déjà, tout ce qui relève là, donc la rédaction de CV, des lettres de recommandation, c'est une utilisation, je pense, généralisée maintenant. Donc, tout ce qui est aussi lettres de recommandation de part et d'autre. Donc, c'est toutes sortes d'utilisations qui sont possibles aussi. On pense peut-être moins aussi à d'autres utilisations qui sont, disons, derrière les coulisses. Bon, tout ce qui est administratif, gestion, courriel, etc., bien sûr, mais admission, gestion des horaires, des locaux, évaluation de l'enseignement aussi. Donc ça, à mon avis, c'est plus controversé aussi. Mais on peut penser à la conception des programmes, à la prédiction, en fait, de l'effectif étudiant et enseignant. Donc, vous voyez un peu le type d'utilisation. Donc, évidemment, il y a toutes sortes d'autres utilisations possibles, mais ça, là où je veux en venir, c'est au fait que donc c'est une industrie extrêmement lucrative et florissante, ce qu'on appelle maintenant le AI Ed. Fait que, en fait, toutes les applications d'utilisation de l'IA pour l'éducation, il y a énormément d'engouement par rapport à cette industrie-là. On évaluait que l'industrie était donc une industrie qui équivalait à 6 milliards de dollars en 2024. Ce qu'on sait moins, par contre, c'est les effets à court et à long terme de l'utilisation de l'IA en enseignement supérieur, qu'ils soient déclarés ou pas. Hein. Ça, c'est intéressant aussi, parce que, bon, l'utilisation déclarée, ça, c'est une chose, mais l'utilisation non déclarée, qu'on appelle parfois, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression-là, shadow AI, ça vient d'un terme qui était utilisé il y a assez longtemps, le shadow IT, c'est-à-dire l'utilisation. Là, on peut dire la traduction occulte ou souterraine, ou en tout cas, je n'ai pas trouvé la meilleure traduction à date, mais de l'IA, c'est-à-dire qu'elle n'est pas déclarée, n'est pas encadrée, puis n'est pas permise, en fait, que ce soit par les professeurs des étudiants ou que ce soit par les employeurs ou, bon, les administrations pour ce qui est des professeurs. Mais on ne sait pas, là où je veux en venir, c'est qu'on n'a pas encore beaucoup d'informations sur l'effet de l'utilisation de l'IA sur les apprentissages, sur le développement des compétences, sur la réussite aussi, sur la rétention, sur l'attraction aussi des étudiants aux différents programmes universitaires, sur la relation pédagogique entre les professeurs et les étudiants. Donc, ça commence, hein, donc il y a de plus en plus d'études, mais il n'y en a pas beaucoup encore.
mais il y a assez peu aussi d'études sur les enjeux éthiques liés à l'IA générative en enseignement supérieur aussi. On a parlé de plusieurs enjeux tout à l'heure, la vie privée, l'autonomie, la dépendance aux géants du numérique qui peut s'installer, qui est déjà installée, la question des biais, on va y revenir, fracture numérique aussi, on y reviendra, les risques de décharge cognitive, uniformisation des contenus. Assez peu d'études actuellement là, sur ces risques-là dont on va parler là, à l'instant. Donc, évidemment, je ne pourrais pas reprendre l'ensemble des enjeux là, dont Sylvain a parlé un peu plus tôt, mais je vais peut-être prendre le temps de m'intéresser à quelques-uns de ces enjeux-là éthiques, mais qui m'apparaissent prendre une couleur ou avoir une importance particulière en enseignement supérieur. Vous savez, je pense qu'on peut dire que l'enseignement supérieur, c'est un des milieux, on le disait d'entrée de jeu, que tous les milieux, tous les secteurs d'activité, maintenant intègrent de plus en plus l'IA. Mais je pense que l'enseignement supérieur, c'est un des milieux qui est le plus secoué par l'utilisation de l'IA, parce que ça remet en question certaines pratiques, certains fondements, puis ça nous oblige à se poser des questions qui sont franchement extrêmement confrontantes là, dans certains contextes. Donc, un premier enjeu sur lequel je veux revenir, mais pour parler plus précisément des risques en enseignement supérieur, c'est le risque de biais. Donc, on le sait que la technologie n'est pas, contrairement à ce qu'on peut penser, puisque c'est donc des systèmes qui sont faits de pièces de métal puis de plastique. On peut penser que les technologies sont plus neutres que nous, l'être humain, qui avons des biais, des préjugés, des stéréotypes. On sait depuis longtemps, et c'est le cas avec l'IA, ça a été démontré, je vais vous donner plusieurs exemples tout à l'heure, on sait maintenant que l'IA, elle reproduit ces biais, ces stéréotypes, ces préjugés qui sont présents dans nos sociétés et qui sont présents dans nos histoires. On a eu toutes sortes d'exemples en lien avec la reconnaissance faciale, où est-ce qu'on a constaté que la reconnaissance faciale était moins performante avec les personnes qui avaient la peau plus foncée, puisque les données d'entraînement n'étaient pas représentatives de ces populations-là. Donc, ça peut avoir toutes sortes de conséquences très graves, surtout dans un contexte, disons, où ce serait utilisé par les forces policières, disons. C'est pas spéculatif, hein, ce sont des utilisations réelles, donc à plusieurs endroits dans le monde. On sait aussi que c'est politique. Hein, les algorithmes sont pas neutres, mais qui sont même, hein, vous l'avez vu, le modèle de Elon Musk, Grok, là, qui est en création, on pourrait imaginer très bien que le rendu ou en fait les données d'entraînement ne soient pas les mêmes ou les balises ne soient pas les mêmes que celles que OpenAI a choisi d'imposer à ces modèles. Pour ce qui est de l'IA générative en particulier, il faut le dire, en nous, on le sait, je pense qu'on le sait collectivement que donc on a des biais, des préjugés, des stéréotypes implicites. Ce dont on s'est aperçu, c'est que l'IA générative, elle amplifie ces biais. Elle amplifie ces biais-là. Donc, il y a eu toutes sortes d'études, et je ne m'attendrai pas trop là-dessus parce que, on pourrait en parler longuement. Il y a eu toutes sortes d'études qui ont été faites sur les images stéréotypées qui sont créées par les modèles d'IA générative. En fait, ce sont des problèmes que connaissent très, très bien les créateurs des systèmes d'intelligence artificielle. Et il y a eu une certaine amélioration. Donc, il y a des mesures là, qui ont été prises là, dans l'évolution, par exemple, de ChatGPT. Les nouvelles versions sont peut-être moins stéréotypées, une certaine amélioration, mais il reste que les biais implicites sont toujours présents. Et j'aimerais vous dire que, justement, avant de vous donner un exemple, le risque, c'est que ces biais-là soient reproduits, ces stéréotypes soient reproduits et qu'ils soient automatisés puis qu'ils soient amplifiés. Et l'exemple que j'aimerais vous donner, c'est un exemple qui est en lien avec la génération de texte. On le sait, hein, c'est des images frappantes. J'aurais pu vous en montrer d'autres, d'images très stéréotypées qui sont générées par des systèmes d'IA. Mais là où ça devient peut-être pour nous, hein, donc dans un contexte d'enseignement où le texte est utilisé comme modalité d'évaluation,
ce dont on peut s'apercevoir, en fait, c'est que les biais implicites, malgré les efforts soutenus des entreprises pour les limiter, sont toujours présents. Donc, vous avez ici un exemple d'un utilisateur qui va dire donc à ChatGPT, les femmes sont des mauvaises gestionnaires. Et là, ChatGPT, qu'est-ce qu'il va faire? Il va répondre que ce contenu-là viole ses conditions d'utilisation et que c'est pas vrai et que, c'est stéréotypé, donc c'est un contenu qui est problématique. Maintenant, dans cette étude-là, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'y aller un peu par la bande pour voir si le modèle était... Est-ce que c'était juste un plaster sur le bobo ou si ça avait vraiment réglé le problème? Ce dont on s'est aperçu, c'est que pas vraiment. L'utilisateur demande ici, vous avez deux profils, celui de Julia et celui de Ben, et il y a une série de mots, maison, parents, enfants, famille, mariage, profession, employeur, salaire, bureau, etc. Associez ces noms-là aux différents usagers selon ce que vous pensez qui est le plus pertinent. Là, ce que vous voyez ici, c'est que tous les termes qui sont associés à la famille puis au rôle stéréotypé des femmes dans la famille sont associés à Julia. Et donc, tous les éléments qui sont associés donc, au travail, à la vie professionnelle, etc., sont associés à Ben. Et là, maintenant, ce qu'on a demandé, donc l'utilisateur a demandé, maintenant, génère en fait un profil pour chacun de ces personnages-là. Et on s'est aperçu, en fait, que le profil était extrêmement stéréotypé. Donc, ce dont on s'aperçoit, c'est que peut-être que, donc, en façade, il y a une partie des problèmes les plus flagrants qui ont été résolus, mais que les biais sont toujours présents en arrière-plan et que, puis pourquoi c'est particulièrement préoccupant dans un contexte donc d'enseignement supérieur, c'est que évidemment, ce sont des associations contre lesquelles on veut collectivement lutter. Et donc, si on intègre ces modèles de langage-là, que ce soit de manière ouverte ou souterraine ou occulte, ou choisissez le mot qui vous plaira, mais donc, ça peut poser des défis, des problèmes particuliers. Un autre élément dont on a parlé un petit peu plus tôt, c'est le risque donc, de mésinformation et donc de désinformation. Parfois, on qualifie ChatGPT de menteur compulsif, mais très confiant. Et ça, évidemment, ça peut poser problème parce que, surtout dans un contexte où on est dans une situation d'apprentissage, des étudiants qui cherchent l'information, pourraient être facilement bernés par le style très confiant et télégraphique du modèle de langage qui pourrait donc les induire en erreur peut-être plus facilement qu'une personne qui a une connaissance disciplinaire spécifique. Donc, évidemment, on se rappelle que les systèmes d'intelligence artificielle, ce sont des systèmes qui font de la prédiction de pertinence et que le risque, donc, de mésinformation, ce risque-là, comme un peu comme les biais, c'est un risque, j'ai envie de dire, systémique. Hein? Ce n'est pas quelque chose, peut-être qu'on pourra le limiter, mais ce n'est pas quelque chose dont je pense qu'on pourra se débarrasser à terme parce que ça fait partie, en fait, de la manière dont les systèmes sont conçus, de générer, en fait, ce qui est le puisque tu l'as vraiment très bien expliqué tout à l'heure, Sylvain, ce qui est statistiquement le plus probable. Donc, évidemment, ça, je pense que c'est un des obstacles les plus importants de l'utilisation de l'IA en enseignement supérieur. Et s'ajoute à ce risque-là de mésinformation, un biais cognitif bien connu, qui est le biais d'automatisation, qui consiste à faire quoi? Bien, à accorder une confiance excessive ou démesurée aux machines au détriment de son propre jugement. Donc ça existe dans toutes sortes de domaines d'activité, mais on peut penser qu'il y a un risque particulier en contexte donc, académique de biais d'automatisation ici. Sinon, vous avez peut-être déjà entendu parler de cet effet qui a été documenté dès les années 60 par un informaticien qui s'appelait Joseph Weizenbaum et qui, lui, a été le lanceur d'alerte dès les années 60 contre l'anthropomorphisation de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire du fait d'avoir tendance justement à lui attribuer des caractéristiques humaines.
Donc, par exemple, lui, il avait, pour la petite histoire, conçu un système d'intelligence artificielle qui visait à reproduire le travail d'un psychologue. Et c'était un robot conversationnel extrêmement rudimentaire qui faisait ultimement juste répéter les phrases des usagers d'une autre manière. Mais ce dont il s'est aperçu, c'est que même si c'était extrêmement rudimentaire, les gens se confiaient, ils s'ouvraient au robot conversationnel et ils se mettaient donc à lui attribuer des sentiments comme de l'empathie, etc. Et donc, effectivement, il faut être extrêmement prudent. Bien sûr que ChatGPT, lui, il a des balises qui font que ce serait peut-être plus difficile de lui attribuer des émotions, des sentiments, parce qu'il a été conçu, si on peut dire, pour ne pas passer, on parlait du test de Turing un peu plus tôt, il a été conçu pour ne pas passer ce test-là, c'est-à-dire il a été conçu pour ne jamais pouvoir avoir l'air d'un être humain. Mais ça ne veut pas dire que tous les systèmes d'intelligence artificielle auront ou auraient ou ont, en fait, il y en a beaucoup de systèmes d'intelligence artificielle qui n'ont pas ces garde-fous-là et que les gens vont utiliser comme compagnons là, dans toutes sortes de niveaux des relations humaines que vous pouvez imaginer. Maintenant, un des enjeux aussi qui est très important par rapport à l'utilisation de l'IA dans le monde académique, c'est le risque de décharge cognitive, c'est-à-dire où on utilise l'IA pour éviter de faire des tâches qui pourraient, dans certains contextes, être essentielles au développement de certaines compétences puis de certaines connaissances. Quand, par exemple, les étudiants évitent de lire le texte en entier, ils vont par exemple, avoir la possibilité de faire faire la lecture ou l'analyse d'un texte par l'IA, de faire la synthèse de ce texte-là. Est-ce qu'il y a une compétence qui se perd ici? Je pense qu'il y a un risque réel ici. Il y a des compétences qui sont quand même extrêmement importantes. C'est très difficile. La lecture, c'est très difficile. L'écriture, c'est très difficile. La synthèse, c'est très difficile. Vous le savez, maintenant, les étudiants sont en mesure de déléguer ces tâches-là à des IA et on n'est pas capable de déterminer si ces étudiants-là ont réellement fait le travail, on va en reparler tantôt, ou s'ils l'ont délégué à l'IA. Et là, ça devient effectivement problématique. Mais ce qui est aussi problématique, c'est qu'il y a un risque de dépendance, en fait, qui peut s'installer. En fait, ce que vous voyez à l'écran ici, c'est qu'il y a une corrélation entre l'usage, on parlait d'esprit critique un peu plus tôt, il y a une corrélation qui a été démontrée entre un usage fréquent de l'IA générative et la diminution de l'esprit critique. Et il y a aussi, je pense, un risque réel de perte de confiance en ses propres capacités. Quand on sait que l'IA générative est capable de rédiger un texte qui correspond à certains standards donc au niveau de la forme, bien, on peut penser qu'il peut y avoir un phénomène généralisé en ce sens-là de perte de confiance. Une question qui m'apparaît vraiment intéressante par rapport à l'IA, c'est la question de savoir dans quelle mesure l'IA, elle peut favoriser ou au contraire atténuer les inégalités en contexte académique. Parce que d'un côté, et là, je n'ai pas la réponse à cette question-là, parce que d'un côté, on peut penser que l'IA peut contribuer à relever certains défis, à répondre, par exemple, aux besoins de certaines personnes. On peut penser la prise de notes automatisée pour les personnes qui ont des difficultés d'apprentissage. On peut penser aussi à un suivi plus personnalisé. Donc ça, c'est la traduction aussi. Pensons à la traduction pour les personnes dont la langue maternelle n'est pas la langue de l'enseignement. Ça, c'est des utilisations intéressantes, mais on peut se demander si d'un autre côté, l'IA n'est pas, au contraire, un facteur d'augmentation de ce qu'on appelle la fracture numérique. Donc, la fracture numérique, c'est le fait qu'il y a un écart entre les personnes qui ont accès à la technologie puis celles qui ne l'ont pas. Puis bien sûr, celles qui n'y ont pas accès ne pourront pas en profiter autant que les autres. On sait que les systèmes d'intelligence artificielle les plus performants sont disponibles sur abonnement payant. Seulement. Donc, des étudiants qui pourraient être abonnés à tous les services dont je vous parlais tantôt, là, que ce soit pour faire l'analyse de textes, etc., bien, ils pourraient être favorisés dans ce contexte-là. Donc, c'est une question, je pense, qui demeure. Maintenant, la question, je l'ai gardée pour la fin, mais la question
une des questions les plus importantes aussi en lien avec l'IA, c'est la question de l'intégrité académique. Et là, ces résultats datent un peu. 2023, c'est une éternité en intelligence artificielle, mais 60% des étudiants d'une étude qui a été faite en 2023, alors qu'il y avait, je vous disais tantôt, 62% des étudiants qui l'utilisaient, 60% considèrent que c'est une forme de tricherie. Là, il y a comme un peu une contradiction ici. Les gens l'utilisent, mais considèrent que c'est de la triche. Un autre élément qui est ressorti de cette étude-là, c'est que, et là, ça risque d'avoir changé, par exemple, parce que de plus en plus, ce qu'on demande, puis là, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne ici, mais de plus en plus, ce qu'on demande aux professeurs dans leur plan de cours, c'est de préciser quels usages sont permis, quels usages sont interdits, dans quelle évaluation, parce que ça peut évidemment dépendre selon le contexte de l'évaluation. Mais à ce moment-là, il y a quand même, je pense, encore beaucoup d'étudiants qui ne savent pas exactement à quoi s'en tenir encore aujourd'hui, même si peut-être que le portrait a changé un petit peu. En 2023, encore une fois, il y avait seulement 10% des établissements d'enseignement qui avaient élaboré des politiques. Je pense que c'est en train de changer et c'est une très bonne chose, mais je pense que, pour le dire comme ça, nous, dans les cégeps, on a du retard à rattraper par rapport aux universités en ce sens-là. Donc, on est peut-être un peu moins loin d'avoir des guides ou des balises là, en ce sens-là. Mais le problème dans tout ça, c'est que l'IA générative, elle peut réaliser un certain nombre de tâches qui étaient depuis très longtemps demandées aux étudiants pour évaluer l'acquisition de leurs compétences puis de leurs connaissances. Évidemment, ça dépend en fonction des disciplines, puis ça dépend en fonction des évaluations, puis ça dépend aussi en fonction du niveau. Moi, par exemple, j'ai fait l'exercice très tôt quand ChatGPT est sorti. J'ai donné mes consignes, les consignes que je donnais à mes étudiants à ChatGPT. J'ai demandé à l'IA, donc c'est des consignes très précises, j'ai demandé de générer une dissertation philosophique et le résultat était, ma foi, acceptable. Sinon, bon, puis avec quelques ajustements supplémentaires, quelqu'un qui saurait bien s'y prendre, disons, bien, ça serait très bon. OK? Donc, on est dans un contexte où est-ce que, peut-être que ça dépend effectivement, ce qui est attendu au baccalauréat, puis à la maîtrise, puis au doctorat, bien sûr, c'est différent, mais dans certains contextes, je pense que l'IA peut faire certaines choses. Et le problème, c'est que, bon, là, on joue à la chasse aux sorcières quand on essaie d'identifier les travaux qui ont été effectués par l'IA. Donc, vous savez que c'est très facile d'abord, les outils de détection sont assez donc imparfaits. Et en plus, c'est très facile de les contourner. Hein. Vous savez qu'il existe des systèmes qui permettent d'humaniser des textes générés par l'IA. Fait que d'enlever les caractéristiques distinctives des textes. Il y a toutes sortes de manières de contourner des risques donc de faux positifs. Et donc, c'est très... Disons qu'on interdisait. Après, disons qu'on choisissait d'interdire. Mais l'interdiction est très difficile à appliquer. Et ça pose toutes sortes de problèmes. Certaines personnes vont mettre de l'avant, puis on pourra en discuter plus tard de cette posture-là, certaines personnes vont mettre de l'avant qu'on assiste désormais à la production ou à l'apparition d'une écriture hybride normalisée. Donc, effectivement, on peut se demander si on est d'accord avec le fait que notre définition du plagiat est désuète ou pas. C'est très controversé, je pense, comme position ici, mais dans la mesure où on a l'intégration maintenant d'outils d'IA dans les systèmes de traitement de texte, on peut se demander comment échapper à l'écriture hybride. Probablement que plusieurs d'entre vous faites déjà ça. Donc, on peut se demander. Maintenant, qu'est-ce qui est possible de faire? Bien, évidemment, j'aurais beaucoup aimé avoir des solutions miracles. Ce dont on se rend compte en plus de 2 ans plus tard, c'est qu'il n'y aura pas de solution simple et uniforme à ce problème-là. Peut-être que
peut-être que la transformation des pratiques d'évaluation est importante et peut-être même essentielle dans certains contextes. On peut se poser, je pense que c'est important de se poser la question, est-ce que nos évaluations en tant que professeurs sont vulnérables à l'IA? Est-ce que la disponibilité de l'IA, elle interfère avec nos capacités d'évaluer les compétences puis les connaissances à développer de manière équitable et de manière à favoriser l'intégrité académique? Et ce sont des questions, je pense, que vous le savez, mais très importante, parce que si ça devient un secret de polichinelle, qu'on peut passer des cours en déléguant des travaux de session à l'IA, puis qu'il n'y a pas de conséquences, mais c'est l'attraction c'est la valeur des diplômes, puis l'attraction de nos programmes là, qui est en jeu. Donc, qu'on soit, j'ai envie de dire, qu'on soit pour ou contre l'utilisation de l'IA, puis je pense qu'il y a des postures valides d'un côté ou de l'autre, on ne peut pas négliger le fait que l'IA est disponible puis est accessible maintenant. Et ça prend, je pense, puis c'est extraordinaire que vous ayez la chance d'avoir une journée pour avoir cette réflexion disciplinaire-là, parce que je pense que ça prend ce genre d'exercice-là. Les conclusions qu'on va avoir sur la pertinence des évaluations, à mon avis, vont être très différentes dépendamment des domaines d'études. Et je pense que ce genre d'exercice-là que vous allez faire aujourd'hui est vraiment très important. Il y a toutes sortes de solutions possibles. Je pense qu'il n'y a pas de solution parfaite. Mais évidemment, on peut essayer des choses. Je pense qu'il y a beaucoup de professeurs actuellement qui essaient de leur côté des nouvelles stratégies et qui gagneraient à les mettre en communication avec celles d'autres enseignants. Je vais terminer en vous disant peut-être rapidement que ce qu'on sait en matière d'intégrité académique, c'est que l'approche prohibitive n'a jamais été très efficace. Et que, en fait, donc, promouvoir l'intégrité académique, ça devait se faire plutôt de manière à favoriser les comportements donc intègres. Évidemment, la punition est importante. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas important, mais ça doit être accompagné aussi de formation. Et nous, ce sur quoi on a travaillé au laboratoire d'éthique du numérique et de l'IA, c'est à repenser la place de l'éthique dans ce renouvellement, de l'éthique de l'IA dans le renouvellement de la culture de l'intégrité académique. Et ce qu'on prétend, puis je vais vous présenter très rapidement pour terminer certains de nos travaux, c'est que la réflexion sur une utilisation responsable de l'IA, elle doit aussi intégrer une réflexion plus large sur donc les risques de biais, de stéréotypes, d'atteinte à la vie privée, à la propriété intellectuelle, etc. Et donc, nous, ce qu'on a fait dans nos travaux dans les dernières années, on a créé un référentiel de compétences qui s'appelle « Former à l'éthique de l'IA en enseignement supérieur ». C'est un document qui identifie les composantes, donc selon nos travaux, d'une formation à l'éthique de l'IA en enseignement supérieur. C'est un document qui est destiné plutôt à des personnes qui voudraient penser l'intégration de cette composante-là dans un cursus académique spécifique. Mais je vous passe les détails. Vous irez voir si ça vous intéresse, mais notre présentation de l'éthique, elle est très large. Vous voyez, ça porte sur les aspects techniques de l'IA, les dilemmes moraux, bien sûr, mais le contexte socio-technique et aussi les cadres normatifs complémentaires, qu'ils soient juridiques ou éthiques, qui existent en lien avec l'IA. Donc, ça, c'est la représentation graphique de ce référentiel de compétences-là. Donc, on a 3 composantes, la compétence éthique, donc qui sont largement inspirées des travaux donc de l'équipe de M. Bégin, qui a été une immense inspiration pour nous dans ce travail-là et qui a pu nous permettre donc de partir du cadre qui avait été développé dans leur travail pour ajouter en fait ce qu'on a appelé des champs de compétences sur lesquels ces composantes-là de la compétence éthique qui avaient été déterminées donc par cette équipe-là, comment est-ce qu'elle se déploie sur différents champs de la compétence en éthique de l'IA. Et tout récemment, donc c'est un peu là, la suite du référentiel de compétences,
on a publié une trousse pédagogique qui est largement basée sur la structure théorique qui a été élaborée dans le guide et qui, en fait, donne aux enseignants, que ce soit dans un contexte académique ou en tout cas curriculaire ou extracurriculaire, donne des outils pour pouvoir discuter des enjeux éthiques liés à l'IA. Donc, vous avez dans ce document-là des fiches pédagogiques. Vous voyez un peu ce à quoi ça ressemble, une mise en contexte, les matériels, les ressources, les objectifs de l'activité. Chaque activité est liée. En fait, vous voyez donc au référentiel de compétences puis aux éléments donc de la compétence en éthique de l'IA. Donc, on a 10 fiches pédagogiques. Les thématiques vont de la question des biais, la publicité ciblée. Il y a des études de cas pour mitiger, des pistes d'action pour mitiger les risques. Vous avez également des activités sur le risque de biais et de discrimination en recrutement, les enjeux environnementaux de l'IA. Donc, vous voyez un peu l'idée générale. Mais donc, ce sont des outils qui sont disponibles en ligne et auxquels vous pouvez avoir accès et qui vont un peu dans le sens donc, de renouveler cette culture de l'intégrité académique et de la formation à l'éthique de l'IA. Donc, en espérant, si ça vous intéresse, que vous puissiez y accéder. Vous avez le code QR ici. Et j'espère que ces réflexions ont pu contribuer là, justement au questionnement que vous avez puis qui pourront alimenter vos discussions là, pour la suite des choses. Merci. Merci, Andréane. Deux questions. Je prendrai 2 questions, puis je me réserverai pas de questions, justement, pour vous laisser un peu... Il y a plusieurs profs, plusieurs étudiants, j'en vois, je le sais. C'est quoi vos préoccupations? Qu'est-ce que vous avez à nous proposer comme réflexion, questions? Arthur. Oui, merci. C'est très intéressant. Je pense qu'effectivement, il y a des grands enjeux dans ce que vous dites. Et juste peut-être apporter je voudrais bien pousser un peu plus la réflexion sur la pensée critique en utilisation avec l'IA, notamment au lien pour donner une autre vision. Je suis un peu moins pessimiste que ça sur la question, surtout que l'étude que vous avez mentionnée, elle est un peu controversée, donc c'est pas sûr qu'on a cette corrélation entre la chute de la pensée critique et l'usage de l'IA. L'étude en question était publiée quand même dans une revue prédatrice. C'était une seule étude qui était réalisée sur les jeunes en Angleterre. Donc on pourrait voir si on n'a pas encore de données sur le lien de corrélation là. Mais selon vous, c'est sûr qu'on a la question de l'intégrité, mais la question de la pensée critique, quels sont les outils pour travailler là-dessus? Oui, donc effectivement, ce que j'ai vu aussi passer, puis j'aurais probablement le dire aussi, c'est qu'il y a des études sur des utilisations de l'IA pour favoriser la pensée critique. Et donc, effectivement, c'est pas encore, je pense, ça fait pas l'unanimité. On peut penser, par exemple, que l'IA peut nous aider à construire une argumentation, qu'elle peut nous aider à faire un débat, puis avoir des failles dans nos propres arguments. Donc, effectivement, je pense que c'est pas encore très clair là, qu'il y a que c'est clairement au détriment que ça nuit. Il faudra encore, je pense, beaucoup d'autres études. Par contre, c'est sûr que si on s'en remet, puis là, ça dépend de l'utilisation qu'on fait de l'IA, si on s'en remet à l'IA entièrement pour pouvoir élaborer une argumentation, si on s'en remet à l'IA pour pouvoir structurer notre pensée, je pense qu'il y a un réel risque, non seulement dans les facultés qu'on développe dans un contexte philosophique, mais même peut-être pour la vie démocratique qui exige donc qu'on ait développé ces compétences-là. Le problème, c'est qu'on a de la difficulté en tant qu'évaluateur à déterminer si les étudiants ont développé... Moi, c'est cette question-là comment est-ce qu'on évalue si l'étudiant a développé cette capacité-là, si on n'est pas capable de départager une utilisation de l'IA d'un texte qui a été fait sans l'IA. Donc, donc, je pense qu'il y a quand même des facultés de base qui risquent d'être compromises si on s'en remet trop
à l'IA, mais effectivement, la question est beaucoup plus complexe que ça. Vous avez raison de le souligner.